Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interaction intitulé « Mais où va le Royaume-Uni ?» C'est une question que l'on se pose avec autour de la table Henri Sterdignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste à l'OFCE, vous êtes même le directeur du département éco de l'OFCE, Observatoire français des conjonctures économiques. Nous sommes également en direct avec Paul Thompson. Bonjour, vous êtes le vice-président des British Conservatives in Paris et en ce moment vous êtes au Canada pour un déplacement. Merci d'être avec nous. Bonjour. Et puis nous sommes avec notre correspondant à Londres, Florentin Collomb. Bonjour à vous Florentin. Bonjour. Une question que l'on vous pose depuis ce matin sur Twitter, vous allez la découvrir en direct. Notre sondage du jour, le Royaume-Uni a-t-il eu raison selon vous de quitter l'Union européenne, ou plus précisément de voter pour quitter l'Union européenne? Vous êtes déjà très nombreux à voter, donc continuez et nous commenterons les résultats à la fin de cette émission. On va commencer tout de suite avec vous Florentin, avec une fragilité peut-être du gouvernement de Theresa May suite à deux démissions de deux ministres. Est-ce que vous pouvez nous raconter pourquoi ces deux ministres ont dû quitter le gouvernement ? Oui, je vais d'abord commencer par rappeler que la fragilité de Theresa May, elle existe depuis qu'elle a perdu la majorité du Parti conservateur au Parlement lors des élections anticipées qu'elle a convoquées au mois de juin dernier. Donc, depuis, elle est dans une position beaucoup plus faible et avec beaucoup moins de marge de manœuvre. Pardon. Elle a subi divers problèmes depuis et diverses attaques qui ont culminé il y a une semaine avec la démission coup sur coup de deux ministres. Le premier, Michael Fallon, qui était un poids lourd du gouvernement, le ministre de la Défense. Il a démissionné parce qu'il a été rattrapé par des allégations de harcèlement sexuel et je pense que le gouvernement a voulu aller vite et agir fort en lui demandant de partir pour ne pas être empoisonné par ce scandale pendant des semaines et des semaines. Mais une semaine plus tard, Theresa May a demandé à une autre de ses ministres de démissionner, c'est Priti Patel, qui était ministre du Développement international, qui a dû partir après une affaire durant laquelle elle a mené des rencontres personnelles avec les dirigeants israéliens, y compris le Premier ministre israélien, sur des sujets de politique étrangère, sans en informer le gouvernement, et en cachette même de Theresa May. Donc la situation est tendue pour Theresa May. Elle a de moins en moins de marge de manœuvre, et non seulement à son gouvernement, mais dans son groupe parlementaire, elle est de plus en plus contestée par de plus en plus de députés qui remettent en cause la façon dont elle gouverne, et en particulier dont elle gère le Brexit. Merci beaucoup Florentin. Peut-être une première réaction, Paul Thompson. Je rappelle que vous représentez les conservateurs britanniques à Paris. Vous considérez que le gouvernement est fragilisé avec ces deux affaires ? Ce ne sont pas des affaires qui aident le gouvernement, c'est évident. Mais je pense qu'il faut distinguer les différents phénomènes qui se produisent. En ce qui concerne ces deux démissions, elles sont le résultat de problèmes isolés qui n'ont strictement rien à voir avec toute la problématique du Brexit. Theresa May est assaillie par des coups répétés de mauvaise fortune. C'est quelque chose qui frappe beaucoup d'observateurs. Elle a eu un tout terrible récemment à l'occasion de la dernière conférence du Parti conservateur qui l'a quasiment empêché de parler. Ça n'a rien à voir avec le Brexit non plus, mais c'est vrai qu'elle dégage une certaine image d'un Premier ministre en difficulté. Néanmoins, je pense que quand il s'agit d'analyser vraiment ce qui se passe, il faut bien différencier entre les vrais sujets politiques et les épiphénomènes qui passent à la surface des choses et puis se disparaissent très rapidement de la scène. Très bien. Alors parlons maintenant d'une autre polémique, celle qui concerne Boris Johnson, le ministre des Affaires étrangères, qui a aggravé le sort d'une ressortissante britannico-iranienne qui était détenue à Téhéran depuis plus d'un an. Alors elle s'appelle Nazanin Zaghari Ratcliffe. Elle a été accusée d'espionnage alors qu'elle était en Iran avec sa famille, qu'elle s'apprêtait à revenir au Royaume-Uni. Devant une commission parlementaire, Boris Johnson a affirmé qu'elle était là pour former des journalistes, ce qui évidemment justifiait les accusations d'espionnage de Téhéran, qui a du coup menacé de doubler sa peine d'emprisonnement. Alors Boris Johnson s'est rendu compte qu'il avait fait une gaffe. Il a
compris son erreur et il s'est ensuite publiquement excusé auprès de la représentation nationale. Vous allez écouter ses excuses. And I acknowledge that the words I used were open to being misinterpreted, and I apologize. I apologize to Mrs. Zaghari Ratcliffe and her family if I have inadvertently caused them any further anguish. Listen to what I'm saying with great respect. I should have been clearer. It was my mistake. I should have been clearer, and I apologize for the distress. I apologize for the distress and anguish that has been caused to Mrs. Zaghari Ratcliffe and her family. Réaction du coup immédiate de Jeremy Corbyn, le chef de l'opposition. Vous allez découvrir en direct donc sa déclaration. Nous l'avons laissé assez longtemps mettre dans l'embarras et affaiblir notre pays par son incompétence et mettre nos citoyens en danger. Il est temps que Boris Johnson parte. Que répondez-vous à cela, Paul Thompson? Est-ce que vous considérez que c'est une faute politique qui doit précipiter son départ? Pas du tout. Depuis que Boris Johnson a pris le mauvais parti du point de vue de ceux qui étaient contre le Brexit, il est attaqué sans arrêt pour tout ce qui tombe sous la main. Et donc, je pense qu'il faut mettre cette histoire dans ce contexte, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas fait une gaffe en la matière, et c'est certainement très regrettable, surtout pour les personnes directement concernées. Je vous demande quand même cela parce que même certains élus conservateurs estiment qu'il doit partir. Je vous cite par exemple la conservatrice Anna Soubry qui dit « En temps normal, Boris Johnson aurait été viré il y a longtemps ». Même chez les conservateurs, du coup, il y en a certains qui souhaitent son départ. Anna Soubry fait partie des anti-Brexit engagés. Et donc, ce qu'elle dit doit être compris dans ce contexte. Elle a un agenda qu'elle essaie de faire avancer, qui est d'affaiblir les pro-Brexit. Et puisque Boris Johnson est une figure clé dans la vie politique, il est souhaitable, de leur point de vue, d'affaiblir notamment quelqu'un qui a un poids aussi considérable et qui, il faut le rappeler, est à une cote de popularité élevée au sein des membres du Parti conservateur, ce qui est pertinent pour le scénario où il y aurait une mise en cause effective de la position de Theresa May, et donc un choix d'un nouveau leader. Boris Johnson serait un candidat sérieux, je pense. Donc, encore une fois, c'est quelqu'un qui est contesté, mais pour des raisons surtout de ses choix politiques et pas tellement, à mon avis, pour ses véritables compétences. Une dernière question sur la politique intérieure avec vous, Florentin, avant de parler économie, notamment avec notre invité Henri Sterdyniak. Vous avez parlé du mécontentement de certains conservateurs. C'était par exemple la une du Sunday Times que vous allez découvrir, où c'était il y a quelques jours, où on parlait de 40 élus conservateurs qui demandent à Theresa May de partir. Voilà, expliquez-nous cette colère, Florentin. Oui, en fait, Theresa May, elle a beaucoup de malchance, mais elle s'affaiblit aussi elle-même par la façon dont elle gère ce gouvernement très dissipé. Donc, il y a de plus en plus de contestations. 40 députés ont envoyé une lettre à leur président de groupe pour demander un vote de défiance contre Theresa May. Il faut savoir qu'à partir de 48 signatures, ce vote devient automatique. Donc, elle passe très, très près et elle est de plus en plus coincée. Quant à Boris Johnson, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit par M. Thompson, c'est vrai qu'il est attaqué, mais enfin, c'est lui qui prête le flanc par des gaffes à répétition, des attaques permanentes contre Theresa May et la façon dont elle gère le Brexit et une contestation ouverte pour essayer de la pousser dehors et de lui prendre sa place. Donc, c'est ça qui est en train de se passer. Ce n'est pas seulement un affaiblissement, une lutte politique traditionnelle. C'est une lutte à mort au sein du parti conservateur pour le pouvoir et pour mettre en œuvre le Brexit d'une façon ou d'une autre. Voilà pour le décor politique. Parlons maintenant du décor économique avec vous, Henri Sterdyniak. Je voudrais vous montrer
2 graphiques qui illustrent la perte de vitesse économique du Royaume-Uni. Le premier, le voici, c'est le Royaume-Uni qui ne profite pas de l'embellie européenne, où on peut voir qu'effectivement, en mai, des prévisions de croissance pour 2017 étaient pour la zone euro, par exemple, de 1,7, pour la France d'1,4, pour l'Allemagne d'1,6. Et puis, pour ces 3 ensembles, disons, les chiffres ont été rehaussés, 2,2 pour la zone euro, 1,6 pour la France, 2,2 pour l'Allemagne, vous le voyez. Mais pour le Royaume-Uni, un des rares pays en Europe où cette tendance est plutôt baissière et le chiffre est passé de 1,8% à 1,5%. Est-ce que vous constatez qu'il y a un ralentissement économique au Royaume-Uni, Henri Stardignac ? Oui, bien sûr, il y a un ralentissement économique au Royaume-Uni. Il faut d'abord rappeler que le Royaume-Uni, jusqu'à présent, avait une croissance beaucoup plus forte que la zone euro. Le Royaume-Uni, actuellement, est à 10 points au-dessus de son niveau de 2007, alors que la zone euro n'est qu'à 3 points. Donc il y a de la marge, si on peut dire. Le Royaume-Uni a commencé à ralentir en 2016 lorsqu'il s'est rapproché du plein emploi. Et depuis, effectivement, il y a un effet Brexit qui lui coûte grosso modo 1 point de croissance cette année, sans doute les 2 années qui vont venir. Les marchés s'inquiètent de cette baisse, étant donné qu'on peut voir les tendances, disons. Quand on voit une tendance à la hausse en zone euro, en France et en Allemagne, et que l'on voit qu'à l'inverse... Il y a toujours une conjoncture très différente entre le Royaume-Uni et la zone euro. Le Royaume-Uni n'a jamais été dans la zone euro, donc sa conjoncture est très différente. Là, actuellement, on a 2 phénomènes. D'une part, avec le Brexit, la livre a baissé d'environ 15%, donc ça favorise quand même un peu le commerce extérieur. Oui, effectivement, on va voir d'ailleurs les évolutions de la livre sterling. Regardez, elle était à 1,42 euros en fin 2015, et maintenant elle n'en vaut plus que 1,1, et puis elle était même à presque 1 finalement en août dernier. Ça impacte l'économie britannique, mais dans le bon et dans le mauvais sens, c'est ce que vous me dites. Dans le bon sens, puisque d'un côté ça favorise les exportations, ça ralentit les importations, et de l'autre ça fait un fort effet inflationniste. On a actuellement une inflation de l'ordre de 3% en Grande-Bretagne. Et du coup, naturellement, ça infléchit, ça pèse sur le pouvoir d'achat des ménages et donc sur la consommation. Mais en même temps, ce n'est pas l'effondrement complet comme on pouvait craindre, parce que les prix des logements continuent à monter, la bourse continue à bien se porter, mais le grand problème, c'est l'investissement des entreprises. Les entreprises ne savent pas ce qui va se passer dans 2 ans, dans 3 ans, et donc beaucoup se disent on ne va pas augmenter nos capacités de production en Grande-Bretagne si dans 2 ans, on va avoir du mal à faire venir les pièces détachées, du mal à trouver de la main-d'œuvre et du mal à exporter en Europe. Et donc il y a ça qui pèse de façon importante sur la conjoncture en Grande-Bretagne. Vous avez parlé de l'inflation. Florentin Collomb, est-ce que les Britanniques s'inquiètent de cette inflation ? C'est un sujet dont on parle beaucoup ces derniers jours. Oui, depuis même des mois, l'inflation touche les Britanniques directement au portefeuille. Ils le constatent en premier lieu quand ils se rendent faire leurs courses dans les supermarchés. De nombreux produits alimentaires, de produits de grande consommation ont augmenté leurs tarifs, ou bien les fabricants qui sont basés en Europe ou qui ont des coûts de production en Europe et donc subissent le différentiel de change, rusent, au lieu d'augmenter leur prix, diminuent la quantité de produits offerts. Par exemple, les barres de Toblerone ont été réduites pour le même prix. Donc les Britanniques le voient parce que parallèlement, leur salaire n'augmente pas et leur pouvoir d'achat diminue. On a déjà une question de Christopher à laquelle on va répondre dans une poignée de secondes puisqu'il nous parle du Brexit et ce sera en 3e partie de cette émission. Un commentaire peut-être, Paul Thompson. Je rappelle que vous représentez les conservateurs britanniques à Paris. Est-ce que c'est difficile pour Theresa May de convaincre finalement les marchés et les entreprises que bien, le Brexit va quand même bien se passer et qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir ? Il y a des incertitudes objective en ce qui concerne la forme que prendra le Brexit. Donc ça, c'est une donnée dont tiennent compte tous les agents économiques avisés et on verra bien comment évolue la situation. Je pense que malgré les tensions à l'intérieur du Parti conservateur qui existent, il y a une ligne centrale qui est assez bien définie et qui emporte l'adhésion de
la grande majorité des responsables aux différents niveaux du parti. Donc la situation n'est pas aussi chaotique que certains veulent bien le dire. Et cette ligne centrale, c'est prévoir et négocier une période de transition d'environ 2 ans pour que les entreprises n'aient pas à ajuster à 2 reprises leurs affaires. D'abord au moment du départ en mars 2019 et après au moment où la fin de la période de transition aurait lieu. Et il y a aussi un accord sur l'idée qu'il y aura quelque chose à régler en matière de facture de sortie et le fait qu'il y a un débat acharné sur le montant est parfaitement classique et normal. Finalement, il y a un consensus large pour estimer qu'il est souhaitable de parvenir à un accord qui permet le maintien de liens économiques étroits et particuliers avec l'Union européenne. Et l'Union européenne. Une question déjà d'un internaute, je vais vous la poser à vous, Henri Stardignac. Julien qui nous demande, qu'en est-il des banques, vont-elles quitter la City ? Certaines banques ont déjà prévu de déplacer leur siège ? Oui, bien sûr. C'est un des grands sujets. Naturellement, la Grande-Bretagne perd 2 agences européennes. Et puis, il y a un certain nombre de banques qui savent que la Grande-Bretagne n'aura sans doute pas le passeport européen, qui commencent à se préparer, qui commencent à venir à Francfort, à Paris, certains à Dublin, d'autres à Amsterdam, et bien sûr, il y aura une perte pour la Grande-Bretagne. C'est intéressant, c'est de voir qu'il est là l'effet Brexit. Effectivement, on a de cesse de dire le Royaume-Uni n'est pas encore sorti de l'Union européenne, car ça sera le 29 mars 2019, mais il y a quand même un effet Brexit. Et vous dites... Quand vous êtes un investisseur ou un banquier, n'est-ce pas, vous devez raisonner à 5 ans. Et à 5 ans, vous vous dites, je ne vais pas construire une usine en Grande-Bretagne si j'ai des problèmes dans 2-3 ans. Le grand problème actuellement, c'est qu'on est dans le flou le plus total. Le problème, c'est qu'il peut y avoir... D'abord, il n'y a pas d'unanimité au Parti conservateur, il y a au moins 4 tendances. Il y a ceux qui pensent qu'on peut revenir sur le Brexit, il y a ceux qui pensent qu'il faut rompre tout à fait les liens avec l'Union européenne et devenir un paradis fiscal et réglementaire et aller vendre aux États-Unis dans le Commonwealth. Il y a ceux qui sont pour un Brexit hard et ceux qui acceptent un Brexit soft dans lequel la Grande-Bretagne resterait dans le marché unique. Donc il y a une très grande incertitude politique et donc pour les investisseurs, c'est difficile, surtout qu'il faut négocier et qu'actuellement, l'Union européenne est extrêmement méchante et ne veut pas entamer les négociations avant d'avoir réglé 3 points, l'Irlande, la situation des Européens en Grande-Bretagne et le chèque de 20 ou 60 milliards d'euros. Donc voilà, ce n'est pas si simple. Donc là, on va évidemment aller dans cette 3e et dernière partie sur le Brexit. Les négociations, on vient de finir le 6e round des négociations. Qu'a-t-il été décidé pour l'instant à ce 6e round de négociations ? Pas grand-chose. Rien n'a été décidé. Rien. C'est-à-dire qu'il y a le point de vue européen disant qu'il faut régler 3 points avant de commencer à négocier les négociations sur la période transitoire et sur la situation finale. Et puis il y a le point de vue anglais qui dit non, il faut d'abord régler les questions de long terme et ensuite on pourra régler les questions de court terme. Et jusqu'à présent, sur ces 3 sujets... Des positions parallèles qui se rejoignent finalement. Il y a des oppositions totales. Par exemple, l'Irlande. Qu'est-ce qu'on fait avec l'Irlande du Nord ? Est-ce que l'Irlande du Nord... Est-ce qu'on va instaurer une frontière entre l'Irlande du Sud et l'Irlande du Nord, ou est-ce qu'on va instaurer la frontière entre l'Irlande et le reste du Royaume-Uni ? Ces 2 positions sont totalement incompatibles. Est-ce que le Royaume-Uni va payer 20 ou 60 milliards de livres ? Est-ce que la Cour européenne de justice continuera à régler les questions litigieuses entre les Européens qui habitent en Grande-Bretagne et la Grande-Bretagne ? Il n'y a aucun accord sur ces points. Et puis maintenant, ça nous amène aussi à cette déclaration de John Kerr qui a rédigé l'article 50 de la Constitution, qui le connaît bien et qui permet à tout État membre de quitter l'Union européenne. Mais pour lui, c'est important de le rappeler, les Britanniques ont aussi le droit de revenir sur leur décision
Écoutez ce qu'il déclarait il y a quelques jours. The fact is that it's a political decision that has been made in this country to maintain that there can be no going back. Actually, as far as Brussels is concerned, as far as the treaty is concerned, this country still has a free choice about whether to proceed. As new facts emerge, people are entitled to take a different view, and there's nothing in Article 50 to stop them. I think the British people have the right to know this. They shouldn't be misled. Florentin Colombe, c'est une musique qu'on entend de plus en plus chez les Britanniques, le fait de préférer peut-être revenir en arrière. C'est une toute nouvelle musique, en fait, depuis quelques semaines, parce que jusqu'à présent, c'était tabou de remettre en cause, à part pour quelques très fervents pro-européens, c'était tabou de remettre en cause le vote du référendum et de dire peut-être qu'on ne sortira pas. Donc tout politicien qui se respecte, et surtout qui veut respecter ses électeurs, était tenu de dire on sortira le 29 mars 2019 de l'Union européenne. La question est de quelle façon. Mais là, depuis quelques semaines, commencent à monter des interrogations sur le fait même de sortir et sur la date, à tel point que Theresa May a jugé utile et nécessaire d'inscrire dans une loi, un projet de loi qui est en train d'être discuté, gravé dans le marbre cette date du 29 mars 2019 à 23h pour être très précis, parce que de plus en plus de politiques se rendent compte qu'on peut revenir sur l'article 50, on peut cesser le processus, on peut le décaler en demandant à négocier pendant plus longtemps, et les pro-Brexit sont très inquiets de cette évolution, parce que n'ayant pas présenté de solution claire sur ce que sera le Royaume-Uni après son association avec l'Union européenne, ils sont de plus en plus contestés, et ce sentiment pourrait grandir. Paul Thompson, je voudrais vous faire réagir à des sondages qui ont été récemment effectués au Royaume-Uni. C'est une question que l'on posait aux Britanniques depuis plusieurs mois maintenant. Le Royaume-Uni a-t-il raison ou tort de quitter l'Union européenne? Vous voyez qu'au début, ils étaient 46% à dire « nous avons eu raison de partir » et qu'aujourd'hui, la tendance s'est inversée et qu'environ 45% des Britanniques estiment qu'ils ont eu tort de partir. Est-ce que cela vous inquiète, étant donné qu'il n'y a presque pas de courant chez les conservateurs qui prennent en considération cette option? Au sein du Parti conservateur, il y a effectivement différentes orientations en ce qui concerne le Brexit. Donc, il y a les Remainers qui sont toujours là, dont fait partie Philip Hammond, Anna Soubry que vous avez cité. Donc il n'y a pas un manque d'anti-Brexit au sein du Parti conservateur. En ce qui concerne ces sondages, je pense que la question de fond est la compréhension du fonctionnement d'un système démocratique, en fait. Et Theresa May, qui elle-même n'était pas pro-Brexit, a estimé qu'il était indispensable pour maintenir l'intégrité du système démocratique de respecter effectivement le vote. C'est une orientation qui n'est pas du tout partagée par les élites politiques à Bruxelles, qui n'hésitent pas à faire rejouer des référendums tant que le bon résultat n'est pas engrangé. Oui, mais Paul Thompson, parce qu'on voit quand même que les politiques sont toujours soucieux de savoir ce que pense l'opinion. Si l'opinion se renverse à ce point, celui qui pourra peut-être redevenir un recours, on va dire, c'est Jeremy Corbyn qui pourrait, lui, changer assez rapidement d'opinion en disant « oui, effectivement, nous ne devons plus prendre en considération ce référendum et rester dans l'Union européenne ». Ça vous inquiète, ça, éventuellement ? Le phénomène Jeremy Corbyn est inquiétant pour d'autres raisons. C'est un orateur assez efficace et il sait identifier les angoisses de beaucoup de sujets britanniques et donc c'est un adversaire politique de taille, malgré ses positions assez extrémistes en matière de politique étrangère, de politique de la défense et de politique économique. Donc ce n'est pas du tout quelqu'un qui doit être sous-estimé. Lui-même était quasiment pro-Brexit, tant était tiède son soutien pour les anti-Brexit dans la campagne
référendaire. Je ne pense pas qu'il faut attacher beaucoup d'importance à ces sondages, à vrai dire. Ils sont utilisés par ceux qui sont anti-Brexit pour essayer de renverser le courant, mais je ne pense pas qu'ils auront une incidence très importante sur la suite des choses. Ce qui importeront plus, ce sera les phénomènes économiques. Et je voudrais dire juste deux choses. Le niveau d'investissement étranger direct au Royaume-Uni n'est pas en baisse. Le Royaume-Uni reste le premier pays de loin au sein de l'Europe. Et le nombre de départs de banquiers est absolument insignifiant à ce jour. Et moi, je travaille avec les banques en permanence moi-même. Et ce que j'entends, c'est qu'il y a une résistance considérable à l'intérieur de la plupart des grandes banques pour déplacer les équipes. Donc, je pense qu'il faut être prudent dans ces pronostics. C'est le moment quand même de vous donner la parole, les questions que vous nous avez posées sur le Figaro.fr. On va en découvrir par exemple une et puis vous pouvez y répondre très rapidement. Le Royaume-Uni, c'est souvent des commentaires aussi. Le Royaume-Uni a désormais pour lui l'agilité et la souplesse que donne la liberté retrouvée. Il devrait donc s'en sortir honorablement face aux mastodontes technocratiques européens. Un commentaire peut-être là-dessus, Henri Sterdignac? Oui, enfin, il y a des économistes libéraux en Grande-Bretagne qui considèrent qu'avec la libéralisation, la Grande-Bretagne va connaître une croissance fabuleuse, qu'elle va pouvoir mettre en cause le modèle social, sortir des lois du travail, etc. Mais je pense que c'est complètement utopique et que la Grande-Bretagne ne va pas faire une forte croissance en devenant un paradis fiscal et réglementaire. Elle n'a pas le droit de le faire et ça serait vraiment une déclaration de guerre pratiquement à l'Union européenne que de dire on baisse massivement nos impôts pour compenser le Brexit. D'accord. Deuxième question d'internaute. C'est un commentaire. Cette femme développe une politique contraire à ses idées, elle est surprenante. C'est exactement ce que vous disiez, Paul Thompson, puisque Theresa May, on le rappelle, a fait campagne contre le Brexit avant de devoir, en fonction, faire en sorte qu'il se déroule. On va passer à la troisième question, puisque vous y avez répondu il y a une seconde. L'argent allant là où il est le mieux traité, il restera à Londres. Un commentaire peut-être florentin là-dessus. Est-ce qu'effectivement il y a des inquiétudes du côté de la City? C'était également des questions d'internautes qui nous sont parvenues en direct. Oui, bien sûr, il y a des inquiétudes dans la City, de très très vives inquiétudes. L'argent va là où il sait qu'il peut prospérer de façon sans obstacle, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et puis, M. Thompson citait les investissements étrangers. Leur flux se maintient, mais leur niveau diminue. Le montant moyen diminue fortement. Donc, il y a vraiment des sujets d'inquiétude, oui. Allez, une quatrième, peut-être même question d'un internaute. Que la City de Londres les perde. Ah oui, effectivement, c'était en réaction à un article qui annonçait des milliers d'emplois perdus pour la City. Que la City de Londres les perde ne sera pas dramatique puisque le Royaume-Uni y gagnera des centaines de milliers d'emplois dans l'industrie et les services pour tout ce qu'il faudra produire sur place plutôt qu'importer, car importer sera devenu trop cher. Une vision utopiste, Henri Sterdignac? De toute façon, c'est le grand problème du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a depuis longtemps un déficit extérieur fabuleux. Donc, en quelque sorte, la finance a tué une partie de l'industrie en Grande-Bretagne. Alors le problème maintenant, c'est est-ce que la Grande-Bretagne est prête à faire machine arrière, d'avoir une livre qui est beaucoup plus faible et à partir de là, de reconstruire un modèle industriel pour satisfaire les zones en difficulté en Grande-Bretagne. C'est un retour en arrière qui, évidemment, la question se pose. C'est une stratégie, c'est peut-être la meilleure stratégie, redevenir effectivement un pays industriel. Mais c'est un vaste sujet et naturellement, ça ne sera pas avec le même niveau de vie. Allez, je vous montre en direct le sondage que l'on vous proposait depuis ce matin. On va découvrir ensemble les résultats. Je vous rappelle la question, le Royaume-Uni a-t-il eu raison selon vous de quitter l'Union européenne et de voter pour quitter l'Union européenne? Eh bien, vous êtes 56% de nos internautes à considérer que non. Paul Thompson, les internautes du Figaro sont plutôt contents finalement de cette décision des conservateurs de vouloir quitter l'Union européenne? Je ne sais pas ce qui motive vos internautes. En France, il y a certaines personnes qui estiment que ce serait souhaitable que le Royaume quitte l'Union européenne parce qu'il est perçu comme un porteur de troubles. Et il est vrai que
En ce qui concerne les questions de défense, par exemple, le Royaume-Uni a toujours eu pour politique assez clairement assumée, d'ailleurs, d'empêcher l'Union européenne d'avancer. Donc, personnellement, je suis pro-européen. Je pense que l'Europe devrait s'efforcer de devenir un acteur de poids dans le monde, et le Royaume-Uni a tendance à aller à l'encontre de telles ambitions. Donc c'est peut-être ce genre de considération qui sous-tend les réponses de vos internautes. Eh bien, merci beaucoup à nos internautes visiblement pro-européens, effectivement. Merci beaucoup à nos invités Henri Sterdignac d'avoir été avec nous, Paul Thompson et puis notre correspondant Florentin Collomb à Londres. Quant à nous, on se voit dans une poignée de secondes pour la deuxième partie de cette émission avec notre invité du jour. C'est parti. Bonjour Eleanor Beardsley. Bonjour Renaud. Vous êtes correspondante à Paris pour la NPR, la National Public Radio. Oui. Alors vous me dites si ma fiche est à jour, ça a été créé en 1970 et c'est en fait un agrégat de plusieurs dizaines, plusieurs centaines même de radios aux États-Unis, on est d'accord? Oui, en fait, c'est dans tous les États, mais il y a le régie centrale à Washington. Et moi, je décris ça toujours avec les Français. C'est un peu comme France Inter, France Culture, France Info, tout ensemble. Et vous avez énormément d'auditeurs, 35 millions d'auditeurs par semaine en moyenne, des chiffres qui feraient rêver beaucoup de radios françaises. Ouais. Depuis combien de temps vous êtes en France, vous, personnellement? Je suis en France depuis bientôt 14 ans. Voilà, et je suis arrivée comme freelance. Alors j'ai lu que vous aviez appris vos premiers mots de français avec Astérix, qui était lu par votre père. Exactement. C'est vrai? Oui. Quel album vous vous rappelez? Je ne me souviens pas, mais j'avais, parce que dans ces années, dans 70 en Caroline du Sud, on n'apprenait pas les langues avant 14 ans. Et donc je pense que j'avais 12 ans, donc je ne sais pas exactement, peut-être Astérix chez les Britanniques, ou en Amérique peut-être. Alors vous écrivez sur évidemment toutes les actualités françaises, à la fois politiques, mais aussi, on va le voir, le dernier article par exemple que vous avez écrit en direct, c'était Taste of Paris, comment la ville lumière est devenue également la ville de la gastronomie. Mais alors, on va parler pour un premier temps de cette polémique, on va dire, de l'affaire Weinstein et de toutes ces conséquences qu'il y a eu en France. C'est vrai que c'est parti aux États-Unis et il y a eu un écho absolument incroyable dans le monde et en France, évidemment. Oui, j'ai l'impression que ce qu'on vit aux États-Unis avec tout le sexual harassment qui sort, c'est la même chose en France. Et je pensais avoir tout vu avec l'affaire DSK en 2011, mais non, c'était juste une première partie où les femmes se libéraient les paroles sur les réseaux sociaux pour une comment on dit en français, catharsis, catharsis, et maintenant elles portent plainte, les femmes. Mais on voit vraiment, j'ai l'impression d'assister au même phénomène en France qu'aux États-Unis. C'est Twitter qui change ça? En 2011, Twitter n'était pas aussi puissant qu'aujourd'hui? C'est ça a amplifié. Donc on avait des milliers de femmes en 2011 et des centaines de milliers de femmes en 2017. Et vous avez parlé de cette fameuse campagne sur Twitter, justement, c'était Balance ton porc en France, et vous l'avez traduit avec Out Your Pig, quelque chose comme ça. Comment ça a été compris, ça, par vos internautes américains? C'était beaucoup plus violent, en fait, radical que moi aussi, qui était le hashtag aux États-Unis. Donc on a dit que c'est vraiment parce que les femmes françaises c'était peut-être pas plus répandu en France, mais bon, en fait, d'après les femmes avec qui j'ai parlé, c'était plus ancré. Il y avait une omerta, une silence suffocante autour de ça en France, et les femmes ont explosé. Et on a eu donc du coup ce phénomène de dénonciation, peut-être que le mot est mal choisi en France. Il y a eu aussi ce phénomène aux États-Unis, ou c'est simplement un MeToo pour dire j'ai été victime mais je ne vous dirai pas qui c'est? Non, il y a eu ce phénomène, il y a beaucoup de plaintes maintenant, beaucoup de plaintes dans tous les domaines. Il y a un sénateur en Alabama qui est en train de tomber, Roy Moore en ce moment, ou peut-être pas tomber, mais il y a de plus en plus de femmes. Non, c'est la même chose qu'en France, j'ai vraiment l'impression. D'accord. On va parler aussi d'un autre sujet qui vous avait marqué, c'était l'âge minimal du consentement sexuel à 13 ou 15 ans. C'est un débat qu'on a en ce moment en France. Là aussi, comment l'américaine que vous êtes le voit, cette possibilité comme ça d'avoir un âge minimal?
En fait, on est très surpris en Amérique qu'il n'y a pas un âge minimal parce qu'en fait, il y avait plusieurs cas qui étaient dans le New York Times. Je suis en train de travailler sur ce sujet, mais le New York Times c'était une histoire en France où il y avait une jeune fille de 11 ans et le monsieur a dit, mais elle n'était pas contre. Et sa mère a dit, mais on ne peut pas dire qu'une jeune fille de 11 ans est d'accord. Ouais. Donc, l'homme, il n'a pas fait, il n'était pas mis en prison, rien. Ça a beaucoup choqué les Américains, et, parce qu'on a un âge de consentement aux États-Unis. Et donc, c'est le débat maintenant autour de ça, c'est aussi fascinant. Ouais. Bon, vous êtes aussi, vous venez de le dire, en France depuis plus de 10 ans, 14 ans, c'est bien ça. Ouais. Comment vous avez vu évoluer la façon dont les Français perçoivent peut-être les Américains? Vous êtes arrivé en France au lendemain, on va dire, de l'invasion américaine en Irak, une invasion que les Français n'avaient pas souhaité, à laquelle n'avaient pas souhaité participer. C'est avec ça commencé mal, peut-être, le rapport entre les... Ça a commencé très mal. Je suis arrivée après, quand George Bush était au pouvoir. Oui. Et donc, oui, donc, même je me suis fait harceler parfois. C'est vrai? Mais il y a, pas vraiment, mais un petit peu. Mais je trouve qu'il y a toujours les Français qui aiment l'Amérique, donc ils vont vous dire. Mais à cette époque-là, les gens disaient, moi j'aime l'Amérique. Ils se défendaient auprès de moi parce que l'Amérique était tellement critiquée. Et puis vient Obama, et j'ai jamais assisté à un tel. Je me souviens, j'ai fait une nuit blanche quand il était élu. Mais les Français, on a passé du dédain pour l'Amérique à la plus grande admiration qu'on pouvait passer de George Bush à Barack Obama. Et là, les gens admiraient l'Amérique. Et donc, puis maintenant, Et alors maintenant? C'est un peu le retour du manivelle avec Donald Trump. Et puis maintenant, c'est les Américains qui envient la France. Parce que, bon, vous avez le président Macron qui a un peu fait comme... président Trump, il a bouleversé le système, mais c'est un président complètement à l'extrême opposé. Il est brillant, il est cultivé, il ne tweete pas tous les 5 secondes. Donc les Américains qui n'aiment pas Trump, ils sont extrêmement jaloux. Pourquoi on n'a pas un président comme ça? Donc la fascination des Français pour Obama, maintenant, se transforme avec notre Obama à nous, c'est ce que vous nous dites, c'est Emmanuel Macron. Exactement, oui. Merci beaucoup, Eleanor Berzlet, d'avoir été notre invitée. Avec plaisir. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Interaction.